Thierry Belfroid, je suis très heureux de vous retrouver à l'occasion de deux événements. La sortie d'un livre catalogue monographie consacré à Didier Comès et l'exposition dont vous êtes le commissaire qui se tient jusqu'en janvier au musée Bellevue à Bruxelles. Alors, ma première question à propos de ce livre, de cette monographie, est de vous demander comment vous avez organisé cette double actualité autour de Didier Comès. Comment est-ce que l'exposition nourrissait l'idée de la monographie ou inversement, en quoi est-ce que la monographie a finalement été le fil conducteur de l'exposition? Alors effectivement, les deux sont intimement liés, hein. L'idée est dans l'air depuis très longtemps, depuis la constitution du Fonds Comès à la Fondation Rabaudouin. Donc c'est 2014, si je ne me trompe pas, puisque Didier nous a quittés en 2013. Moi, j'avais eu l'occasion de monter les deux dernières expositions de Comès de son vivant. Donc d'une part, une très grande rétrospective sur 800 mètres carrés au Musée des Beaux-Arts de Liège, le BAL, et de l'autre, juste l'inverse, c'est-à-dire une espèce de digest absolu au Festival international de la bande dessinée à Angoulême, la même année, enfin juste quelques mois plus tard, mais qui était vraiment là limité à la quintessence de la précédente exposition, c'est-à-dire on avait très peu d'espace, mais dans un lieu absolument magistral, c'était les sous-sols voûtés du théâtre d'Angoulême. Et donc, quelques semaines après cette deuxième exposition, Comès nous a quittés et assez rapidement, il est apparu qu'il n'y avait pas de disposition testamentaire et avec Françoise Keuten, ça faisait déjà un certain temps qu'on essayait, François était un grand ami de Comès, de convaincre Didier que s'il lui arrivait quelque chose, il fallait que son œuvre ne disparaisse pas ou ne s'éparpille pas. Et là, face au fait qu'il n'y avait pas de disposition testamentaire, François et moi avons commencé à prendre des contacts avec la famille, donc le frère et les deux sœurs de Comès, pour les convaincre de faire un don à la Fondation Rabaudouin, ce qu'ils ont fait. Et ce patrimoine, donc sauvé, hein, l'ensemble de l'œuvre pratiquement, parce qu'il avait très peu vendu de son vivant, est allé, comme le veut traditionnellement la Fondation Rabaudouin, à une institution, en l'occurrence ici le musée Picon-Rue à Bastogne, qui lui a pour mission à la fois de conserver le patrimoine, de l'étudier éventuellement. Il y a eu plusieurs publications qui ont été faites d'ailleurs par un spécialiste, notamment de la ruralité, de la sorcellerie, etc. etc. Et puis aussi de monter les expositions. La première exposition était donc tout naturellement une exposition à Bastogne du musée Picon-Rue, qui s'est retrouvée d'ailleurs ensuite à Stavelot. Mais depuis le départ, il nous avait semblé, avec Dominique Allard et Anne de Breuck, qui sont à la tête de la section patrimoine et qui gèrent ce fonds, qu'il fallait un jour une grande exposition de commerce à Bruxelles. Alors cette grande exposition, il fallait l'envisager en mettant à la fois plusieurs aspects, c'est-à-dire qu'est-ce qui n'avait pas encore été montré ou pas déjà été montré dans d'autres expositions, y compris celle de Liège que j'avais montée et qui était très complète, puisque je disais j'avais 800 mètres carrés à l'époque. Qu'est-ce qu'on pouvait montrer de nouveau aussi à ceux qui éventuellement ne connaissaient pas l'œuvre et qui pourraient les intéresser. Et donc à partir de là, ça a nourri la réflexion sur quels sont les angles qu'il faudrait essayer de traiter. Et parmi ces angles, se sont imposés d'une part le silence, c'est-à-dire la manière dont Comès se sert de la grammaire de la bande dessinée, un peu comme Pratt d'ailleurs, et c'est pour ça que les deux sont présents dans l'exposition, pour faire travailler l'imaginaire du lecteur et se passer du texte. Et puis d'autre part, l'ombre, c'est-à-dire ce sont finalement les deux titres des deux chefs-d'œuvre, hein, L'ombre du corbeau d'une part, Silence de l'autre. L'ombre comme étant une sorte de système de narration, de système de dessin, et pousser les curseurs assez loin. Alors à partir de là, en fait, j'avais la matrice pour essayer d'écrire le livre, puisque le livre ne se voulait pas le catalogue de l'exposition, il ne l'est pas d'ailleurs. Le livre se voulait une biographie de Comès, mais une biographie qui est justement un prisme, parce que raconter la vie en soi n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qu'il y en a, c'est d'essayer d'expliquer l'œuvre à travers la vie. Et quand on lit Comès, on sent naturellement, on sent très 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 vite que quelqu'un qui a écrit ça, qui s'est montré aussi sincère et aussi fort dans son propos, ne peut pas être étranger à son œuvre, ne peut pas avoir juste eu une inspiration qui lui vienne de nulle part. C'est forcément parce qu'il a vécu des choses, parce qu'il a pensé à certaines choses, parce qu'il a traversé certaines choses, qu'il a pu écrire ce qu'il a écrit. Et donc les deux se sont interpénétrés. Donc il y a eu
d'une part, de ma part, la volonté de travailler avec quelqu'un d'autre sur l'expo, c'était Éric Dubois, donc, avec qui j'avais travaillé à Paris sur l'exposition relative au fonds Jacobs, qui lui-même était aussi à la Fondation Rabaudouin. C'était science-fiction, Blake et Mortimer au Musée des Arts et Métiers. J'ai beaucoup aimé travailler avec Eric, qui est un professeur de design événementiel et qui enseigne à l'école Boulle. J'avais envie aussi qu'il m'aide à avoir un nouveau propos, à ne pas me répéter. Et d'autre part, ben, il y avait évidemment tout ce qui pouvait venir aussi des contacts avec des témoins, la famille, des anciens éditeurs, etc., et qui pouvaient faire ressurgir certaines choses. Et finalement, je ne sais plus qui a influencé qui. Est-ce que le livre, qui est une évidente recherche de comment le silence et les non-dits ont influencé toute l'œuvre de Comès, précède le fait que le silence soit au cœur de l'exposition, ou est-ce que c'est l'inverse? Aujourd'hui, je n'en sais plus rien. En tout cas, pour le lecteur et pour le visiteur de l'exposition que j'ai été, les deux se complètent de manière très, très harmonieuse, très fluide, et ils sont vraiment, ils ajoutent l'un à l'autre une dimension supplémentaire. Notamment dans l'exposition, on peut revoir de brèves interviews de Comès qui sont très touchantes et qui disent beaucoup de choses aussi sur lui, sur sa vie, sur ses amitiés, notamment avec Hugo Pratt que vous avez cité. J'aimerais qu'on revienne à une partie de la biographie de Comès et vous demander quels sont les éléments, disons 2 ou 3 éléments essentiels de sa vie qui vous ont semblé devoir être absolument mentionnés parce qu'ils ont un écho dans l'œuvre proprement dite. Et je pense en particulier, pour débuter, sa naissance en 1942 Ben dans oui. cette zone frontalière entre l'Allemagne et la Belgique, en 1942, donc en pleine guerre, qui fait qu'il dit dans une des premières interviews que l'on voit sur un écran à l'entrée de l'exposition, il dit « Je suis finalement un bâtard ». Oui, il se considérait, et il l'a dit souvent, comme un bâtard. Et c'est ce qui va faire de lui, quelque part, dès l'enfance ou l'adolescence, une sorte de marginal, c'est-à-dire qu'il se voit comme un marginal, il n'est pas comme les autres. Il sent bien que ça ne tient pas que à ce lieu de naissance, hein, que c'est aussi le fait, par exemple, de ne pas s'intéresser au football, d'être derrière ses doubles feuillets, reclus au fond de la cour de récréation, d'aimer dessiner. Tout ça le désigne comme étant quelqu'un de différent. Mais c'est vrai que cette bâtardise, parce que c'est vraiment lui qui emploie ce mot, elle vient non seulement du fait d'être né sur cette espèce de fracture, de ligne de fracture entre latinité d'une part et germanité de l'autre, mais ça vient aussi d'une manière assez étonnante du fait qu'il y a en lui une cristallisation de tout ce qui s'est passé dans cette région. Alors, il faut connaître un tout petit peu les éléments parce qu'ils sont très particuliers. On n'est pas seulement dans un des villages qui a été récupéré par le Troisième Reich, puisque, comme pour l'Alsace et la Lorraine, ce sont des anciens villages qui appartenaient initialement à la Prusse, puis qui ont été, en dommage de guerre, donnés qui à la France pour l'Alsace et la Lorraine, qui à la Belgique pour ces quelques villages germanophones. C'est un peu plus compliqué que ça à Zurbrood, parce que Zurbrood, en réalité, est un village qui est divisé en deux dès le départ, pas dès le départ, mais dès avant cette rétrocession à la Belgique. Et initialement, ce n'est pas du tout un village germanophone. Initialement, c'est un village qui est à la frange, il est d'ailleurs à quelques kilomètres à peine de la frontière allemande actuelle, à la frange de la germanité, mais c'est un village wallon auquel s'ajoute une partie germanophone avec l'arrivée de la Wendbahn, qui est une ligne de chemin de fer qui a été voulue par le Kaiser et qui vient initialement de la Prusse vers le Grand-Duché de Luxembourg en passant par ces villages-là. On installe une gare à cet endroit, à Zobrot, et dès le moment où cette gare est installée, dès le moment où le camp militaire d'Elsenborn, avec ses militaires aussi qui cherchent évidemment un petit peu de compagnie, vont être attirés par la gare, ses bistrots, etc. Il y a une espèce d'antagonisme complet entre les germanophones qui vont naturellement s'installer là autour de la gare puisque la ligne est allemande, et les Wallons qui étaient traditionnellement installés du côté de l'église et très, très sous influence d'ailleurs de leur curé, qui désigne évidemment la gare comme le lieu de toutes les perditions. C'est un peu comme si c'était l'enfer de Dante installé à l'intérieur même de leur village. Et donc, naître là, c'est quand même vraiment pas un hasard. Naître au milieu de la guerre, en 1942, d'un père absent parce que mobilisé et sur le front russe, puisque ces villages réannexés au Troisième Reich, on décide évidemment d'en prendre les hommes pour les envoyer, les incorporer à la Wehrmacht. Et donc, naître à ce moment-là,
à cet endroit-là, dans ce village déjà coupé en deux avant, et qui va évidemment vouloir régler des comptes après la guerre, puisque les uns auront été incorporés de force, les autres auront été incorporés, mais on les soupçonne d'avoir été des sympathisants du Troisième Reich, et les autres encore auront pris le maquis et auront été des héros de la résistance. Et donc évidemment, tous ces gens veulent se régler leurs comptes à la fin de la guerre, et Didier, il va grandir là-dedans. Et il n'aura pas vu son père jusqu'en 1946, parce que non seulement son père était sur le front de l'Est, mais après il a été retenu prisonnier sur place, et puis il a fallu qu'il revienne en Belgique en 1946. Donc là, c'est aussi une enfance qui se construit pendant 4 ans sans la figure du père. Voilà pour l'enfance, et on sait combien l'enfance est essentielle dans le processus de création, en particulier dans le cas de Comès. Avançons un peu vers la carrière de dessinateur et de créateur de Comès. C'est une carrière qui débute tardivement, et vous indiquez dans votre monographie que c'est peut-être ce qui lui a donné immédiatement une maturité fulgurante. Oui, il y a finalement des tas d'étapes intermédiaires, hein, parce que très tôt, à 15 ans à peine, Didier commence à travailler autour de l'idée du dessin. Il va intégrer une usine de machines-outils textiles à Verviers comme dessinateur industriel. C'est déjà du dessin, et en soi, c'est sans doute ce qui va lui Une apprendre école la aussi. netteté. Oui, oui, c'est la netteté, la propreté de son dessin qui se forge à ce moment-là. Évidemment, par contre, l'univers beaucoup plus proche qu'on retrouvera plus tard de la nature, etc., il n'est pas du tout concerné par ce premier métier. Mais n'empêche que le dessin et la main sont déjà là. Puis après, il va y avoir l'académie, un prof qui repère, qui comprend qu'il a une sûreté dans le geste, hein, cette sûreté lui venant évidemment du dessin industriel aussi, et donc qui va l'initier à la bande dessinée quelque part, puisque c'est ce prof qui va lui proposer d'ancrer une planche de Mitac de la patrouille des castors, et il ne le propose pas à tous ses élèves, il sait que c'est parce qu'il a cette main-là comment est-ce qu'il peut le faire. Comment est-ce recevra d'ailleurs cette planche des mains de Mitac après en remerciement. Et puis les premiers travaux, en fait, sont des travaux de quelqu'un qui se cherche, qui a envie. Il a rencontré des tas de gens, parce qu'à ce moment-là, à Verviers, il y en a plein. Il y a Paul de Liège, surtout, qui va être important parce que c'est lui qui va écrire ses premiers scénarios. C'est le père de Bobo, hein. Il y a évidemment René Haussmann, qui est un immense monsieur, grand illustrateur, mais aussi, au-delà de ça, un personnage, hein, vraiment un personnage rabelaisien, qui va l'emmener aussi dans sa compagnie théâtrale, avec qui il va faire plein de choses, et dont il repartira avec l'épouse d'ailleurs. Et puis il y a quand même au milieu de tout ça, des gens comme Machereau, grand dessinateur animalier, à un moment Jacques Martin habite Verviers aussi, donc c'est un vivier. Et il a envie de travailler avec ces gens, ou de faire en tout cas comme eux, et de faire une carrière dans la bande dessinée. Il va peu à peu y arriver, mais ça prend du temps, et surtout, ça ne prend pas les voies qu'il voudrait. C'est-à-dire qu'au départ, il s'en fiche de faire une œuvre. Au départ, ce qu'il veut, c'est pouvoir commencer à gagner sa vie là-dedans pour aller plus loin. Et donc, pendant un certain nombre d'années, sa signature existe, mais tellement peu, de manière tellement insignifiante, si j'ose dire. Ce n'est pas du tout une critique, mais il dessine quelques gags dans le Soir Jeunesse, il va travailler pour Pilote Belgique où il fait les sommaires, puis une petite série par-ci par-là, les comézeries. Ce ne sont pas des grandes choses. En fait, on a l'impression qu'il n'existe pas encore. Et la seule façon dont il va s'extraire de cet anonymat, c'est de travailler pour Tintin. Et ce sera un chef-d'œuvre. C'est son premier grand album. C'est en même temps un échec parce que Tintin va le virer. C'est L'Ombre du Corbeau. L'Ombre du Corbeau, il est commandé par Tintin pour changer le lectorat, pour essayer de trouver des histoires qui intéresseraient des gens plus âgés, soit adolescents, soit les adultes qui lisent le Tintin de leurs enfants. Et Tintin, à l'époque, est régi par le référendum que les lecteurs remplissent scrupuleusement chaque année. On sait qu'il y a même eu des tricheries là, parfois, parce qu'il y avait certains auteurs qui commandaient les magazines pour s'auto-envoyer des félicitations. Mais bon, en l'occurrence, Comès et Pratt, qui étaient engagés en même temps dans Tintin pour cette raison-là, sont remerciés tous les deux, parce qu'on se rend compte que les lecteurs ne comprennent pas et n'aiment pas leurs histoires. Et donc ça, c'est son premier grand livre, et en même temps, ce livre ne sera même pas édité. Il va l'être par le Lombard beaucoup plus tard, lorsque Silence aura été un grand succès, et qui se diront « Oh, on a encore une histoire de lui, tiens, ici ». Donc voilà, c'est quelqu'un qui vient à la fois tard, mais à la fois à travers toute une série d'essais, d'erreurs, ou peut-être même pas d'erreurs, mais il a une espèce de patience infinie, et il attend son heure. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a quand même, avant L'Ombre du Corbeau, 2 histoires. Il y a Ergun Lérand,
qui commence un tout petit peu plus tôt, 2 ans plus tôt ou 3 ans plus tôt. Hein. C'est une commande au départ. Au départ, ça devait être pour Ciné Revue. On lui dit on voudrait une histoire de SF avec un peu de fesses, un truc érotique. Mais attention, c'est pour les concierges, donc ça ne doit pas choquer. Vous imaginez le carnet de commandes, un dessinateur qui n'a jamais fait de bande dessinée, tout à coup, on lui en propose une, mais waouh, il a tellement de contraintes que c'est franchement pas évident. Il s'en tire pas mal. Et finalement, Pilote Belgique se dit tiens, ben, on va continuer à réguler les rangs. On lui commande une deuxième histoire. Là, pour le coup, il peut faire un peu plus ce qu'il veut. Et pas de bol, on lui perd les 20 premières planches entre Paris et Bruxelles, puisque Pilote Belgique était une joint venture entre Rossel et Dargaud. Et donc, au moment où s'arrête l'expérience de Pilote Belgique, ben, voilà, entre les deux maisons, les planches sont perdues. Et cette histoire restera dans ses tiroirs pendant des années aussi. Donc, il y a toute une série de choses qui font, en fait, que ça ne peut pas démarrer avant l'ombre du corbeau. Et l'ombre du corbeau elle-même se casse encore plus ou moins la figure, puisqu'il ne s'en rend pas compte que c'est un chef-d'œuvre. Hein. Tout ce qu'on lui dit, c'est on ne veut plus de toi. Donc, c'est quand même difficile de croire qu'on a fait un chef-d'œuvre à ce moment-là. Et puis vient la providence, la création du magazine à suivre. Et là c'est la feuille blanche, c'est le chèque en blanc de Didier Plateau qui lui dit voilà, fais ton histoire, vas-y, lâche-toi. Tu as 120 pages devant toi, c'est du noir et blanc, il n'y aura pas de contraintes, tu peux faire absolument ce que tu veux. Bien entendu, il a soumis son scénario, hein, et c'est silence. Et là, il est connu dans le monde entier avec une seule histoire. C'est juste extraordinaire. Alors là, j'aimerais qu'on évoque le rôle, parce que dans votre monographie, biographie, vous évoquez une série de témoins, dont Didier Plateau, qui, d'une certaine manière, a offert à Didier Comès Ah oui. un format, comme vous dites, un chèque en blanc, effectivement, mais aussi la possibilité de travailler sur la longueur et de ne plus être contraint par rien, ce qui finalement permet, d'une certaine manière, à Comès d'exprimer vraiment l'essence de son art, de tout ce qu'il a acquis et accumulé comme technique narrative et comme technique tout court jusque-là. Alors, comment vous évoquez plusieurs citations de Didier Plateau que vous avez rencontré et que vous connaissez bien pour la biographie. Comment voyez-vous, vous, le rôle, l'influence directe qu'un éditeur peut avoir sur le déclenchement du talent de quelqu'un de l'envergure de Comès? Ben justement, hein, y a deux hommes importants dans la vie de Didier Comès. Je parle au niveau de la création. Hein, c'est d'abord le tout premier qui lui fait confiance et qu'il va retrouver au gré de ses nouvelles affectations, hein, que ce soit au Soir Jeunesse et puis justement chez Tintin, etc. Et puis le second, qui est celui qui lui propose d'entrer à suivre. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que Didier Plateau n'est pas le patron d'à suivre. Didier Plateau est le patron de Casterman, qui a nommé un rédacteur en chef. Casterman a nommé un rédacteur chef à suivre. Et en réalité, le rédacteur chef ayant installé les quartiers à Paris, ayant comme tête de pont à la fois, évidemment, l'idée qu'il faut donner une suite à la balade de la mer Salée de Prat. C'est-à-dire, quand je dis une suite, c'est une famille. C'est-à-dire vraiment essayer de créer quelque chose qui fasse que ce livre ne soit pas une comète, mais qui soit l'ossature d'une nouvelle bande dessinée. Alors, il va le faire en allant chercher évidemment des gens comme Tardy, comme Forest, toute une série d'auteurs français, Ted Benoît et quelques autres. Et puis, eh ben, le directeur de Casterman, qui est quand même installé à Tournai, se dit, mais il n'y a pas beaucoup de Belges dans tout ça, donc où est-ce qu'on va en trouver? Et là, il faut trouver des Belges qui ont une capacité à travailler le noir et blanc, à travailler sur la longueur, avoir des histoires, ce qu'on appelait les romans à suivre, donc des histoires qui ne soient pas forcément littéraires, mais qui soient très adultes, avec un propos tout à fait différent de ce qu'on trouve dans Tintin ou dans Spirou. Et c'est comme ça, finalement, que Didier Plateau va avoir cette idée d'aller rechercher celui qu'il a lu dans Tintin, c'est-à-dire Plateau se souvient de l'ombre du corbeau et il va voir Comès sans jamais l'avoir rencontré. Il ne sait absolument pas à qui il a affaire. À partir de là, les deux hommes sont en confiance. Dès le moment où il lui dit vas-y, on est derrière toi, le livre, même pas le livre, l'histoire, puisque c'est en chapitre dans à suivre, hein, c'est un mensuel, donc l'histoire démarre et immédiatement trouve son public, y compris en France. Hein, c'est quelque chose dont il faut se souvenir, c'est que même si c'est une histoire ardennaise, très rurale, liée à la sorcellerie, à une époque où c'était très très fort en déclin, mais ça intriguait encore beaucoup. Aujourd'hui, on a un peu l'impression que ça a dû n'intéresser que les Belges et les Ardennais. Pas du tout. C'est un succès vraiment mondial parce que l'histoire, elle n'est pas là. L'histoire, c'est celle de la marginalité. L'histoire, c'est celle de l'éveil à la conscience. C'est vraiment là que Comès se révèle. Et à partir de ce moment-là, bah, il est un des auteurs à suivre, important parce que récompensé, suivi par le public. Enfin, il y a
de multiples traductions, il n'y a plus de raison de l'arrêter. Au contraire, il faut l'accompagner. Et avec Didier Plateau, il y aura une vraie complicité entre, d'ailleurs, 3 personnes, parce que c'est d'une part Didier, et puis d'autres, c'est une sorte de triangle, là, Didier Plateau au-dessus, l'éditeur, forcément, et puis 2 hommes qui vont être vraiment très, très amis entre eux, que sont Hugo Pratt et Comès. Et en fait, les 3, c'est vraiment une triangulation. Les trois sont amis. Et c'est un peu amusant parce que ce sont les 2 auteurs qui, en quelque sorte, échappent d'une certaine manière à Jean-Paul Mougin, le rédacteur en chef d'A Suivre. Pratt et Comès sont beaucoup plus les auteurs de Didier Plateau, le patron de Castor. Alors, on vous écouterait pendant des heures, on voit la passion que vous avez et puis cette espèce d'érudition que vous partagez si volontiers, avec notamment dans la monographie. On ne pourra pas aller plus loin dans ce premier entretien. Je voudrais terminer par une petite question plus personnelle. Ouais. Quel est le souvenir le plus marquant que vous conservez de Didier Comès, que vous avez bien connu et auquel, à travers votre livre, notamment les premières pages du livre, où vous racontez l'espèce de magie autour de laquelle s'organisent ces funérailles sous la neige, un jour où normalement il n'aurait pas dû neiger, comme s'il y avait encore la magie de Comès, y compris dans ces derniers moments. Quel est l'instant ou le regard ou la sensation qui vous revient à l'esprit lorsque vous pensez à votre ami Comès? Je crois qu'il y a beaucoup de moments que je n'oublierai pas, mais celui qui était véritablement très émouvant, c'était quelques semaines avant sa mort, c'était à Angoulême en 2013, donc à l'occasion de cette exposition qui était dans la crypte du théâtre d'Angoulême. Le festival avait voulu quand même le mettre à l'honneur, donc il y avait d'une part une rencontre qui faisait partie des fameuses rencontres internationales du festival, où lui pensait qu'il y aurait 3 pelés de tondu, et puis il est arrivé même un petit peu en retard sur la scène parce que comme il n'avait plus beaucoup de mobilité, il avait dû aller par un mont de charge, etc. Et tout le monde était déjà installé. Et quand il est arrivé sur la scène, il a vu que la salle était pleine à craquer. Donc déjà ça, c'était surprenant pour lui et c'était juste extraordinaire. Il s'est assis, la première chose qu'il a fait, c'est quand on lui a parlé de lui, il a dit oui, mais c'est pas important, il faut parler surtout de Christophe Chaboutet, qui était son invité, en quelque sorte son fils spirituel. Lui, il fait un boulot formidable. Et donc il était d'une modestie absolument hallucinante ce jour-là. Mais le vrai moment qu'il y a eu dans ce festival, ça a été l'ovation de la salle qui était réunie autour de la remise des prix. Et donc il y avait la remise des prix habituelle. Et à un moment, les 2 présentateurs du jour, dont Jean-Pierre Dionnet, qui était l'ancien rédacteur en chef et fondateur de Métal Hurlant, qui animait justement ce jour-là la soirée, ont proposé que la salle fasse une ovation à Didier Comès, qui était présent ce jour-là. Et ça a été tout à fait inattendu. Et comme c'était un moment où il était un peu oublié, puisqu'il n'avait plus publié depuis 2006, on était en 2013, donc il y avait 7 ans qu'il avait pu publier, il ne s'attendait pas à une ovation de ce type-là. Et je crois qu'il était très, très, très ému. Il s'est rendu compte qu'il n'était pas oublié. Et en fait, c'était ça qui était important. Et tous les gens qui ont lu Silence, et Dieu sait que j'en ai rencontré depuis lors, parce qu'en écrivant ce livre, en faisant cette exposition, il y a des gens qui spontanément me disent, et beaucoup de femmes d'ailleurs, j'ai lu Silence, je n'ai jamais oublié. Tous les gens qui l'ont lu, c'est plusieurs générations, ce n'est pas une seule, c'est plusieurs générations, sont des gens qui ont été marqués par ce livre. Il y a quelque chose d'unique dans Silence qui fait qu'il imprime sa marque sur les lecteurs. Vous vous souvenez de votre lecture à vous, la première lecture que vous avez faite de Silence lorsqu'il est paru dans À Suivre? Bien sûr, je n'oublierai jamais ce livre. Ça a été vraiment un moment exceptionnel pour moi. C'était vraiment une révélation d'un nouveau type de bande dessinée que je n'imaginais pas. Moi, j'étais un grand lecteur de Tintin Spirou, donc, et c'est arrivé à un moment où, à l'adolescence, j'étais prêt pour autre chose. C'est ce qui m'a ouvert véritablement les portes de toute une série d'autres auteurs, dont Pratt, que je ne connaissais pas encore à l'époque. Très bien, Thierry Bellefoy, je vous remercie pour cet entretien. Je rappelle le titre du livre, biographie, monographie, et en même temps qui accompagne l'exposition du musée Bellevue. C'est Comès, d'ombre et de silence, qui paraît bien entendu chez Casterman. Thierry Bellefoy, je vous remercie pour ce magnifique ouvrage et cet hommage que vous rendez à quelqu'un qui est un des très grands artistes du 9e art. Merci Thierry Bellefoy. Merci Jean.